Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Après des vacances estivales au Maroc, bienvenue, les Marocains du Canada se sont trouvés bien dépourvus. En effet, depuis le 29 août dernier, tous les vols directs entre le pays de l'érable et celui de l'arganier ont été suspendus par les autorités canadiennes. Et comme Bill Murray dans le film Un jour sans fin, plus de 10 000 Maroco-Canadiens se sont réveillés bloqués au Maroc, comme un triste remake du début de la pandémie en mars 2020. Difficulté, voire impossibilité de reprendre leur activité professionnelle, scolarité des enfants menacés, séparation de familles coincées de part et d'autre de l'Atlantique, autant de difficultés qu'ont connues ces familles. La Covid-19 continue ainsi à plonger nos vies dans l'incertitude et l'insécurité. Malgré la difficulté de leur situation, ces Maroco-Canadiens bloqués ne baissent pas les bras, interpellant ambassades, députés et responsables canadiens pour pouvoir enfin retourner dans leur foyer. 3 d'entre eux ont accepté de témoigner sur Radio 2M. J'ai le plaisir d'avoir comme invité Selma Regragui. Bonjour Madame Regragui. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ça va. Ma foi, on va bien. Malgré les difficultés, vous êtes, je le rappelle, chef d'entreprise à Montréal. Effectivement. Et vous êtes à Rabat actuellement, donc bloqué à Rabat. Effectivement. Oui, je suis à Rabat. Oui, bloqué. Écoutez, le mot bloqué, psychologiquement, ne me va pas absolument. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la rue, comme je l'ai dit toujours. Oui. J'avais démarré un hashtag on n'est pas dans la rue. Oui. Mais la situation est, comment dirait, assez spartiate. Et, en tout cas, vous êtes contrainte de rester au Maroc. Oui, ce qui aurait pu être une bonne chose si on était encore au milieu des vacances d'été, mais qui... Effectivement, là, non. Ça devient difficile. Alors, on a une deuxième invitée, Karima Chafi. Salam alaikum, Madame Chafi. Wa alaikum salam, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes travailleuse autonome à Montréal et mère de 3 enfants. Et vous aussi, donc, vous êtes contrainte de rester au Maroc. Alors, vous êtes à Casablanca, c'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup. Nous avons également avec nous Mohamed Lotfi, journaliste et écrivain à Montréal. Et lui aussi, il est contraint de rester à Rabat. Bonjour, c'est Mohamed. Bonjour, c'est Mohamed Zouak. Ravi de vous avoir à nouveau à l'antenne. On vous avait eu à l'occasion du Salon du Livre de Casablanca, je crois, il y a un peu plus de 3 ans. Ravi de vous avoir à nouveau sur Radio 2M. Merci de nous recevoir. Alors, nous allons commencer par une question un peu introductive, un peu générale. Comment avez-vous appris, tous les 3, cette interruption des vols directs, hein? Ça a été annoncé, je crois, aux alentours du 28 août. Vous étiez où? Comment vous l'avez appris? On va commencer par Selma Regragui. Alors, c'est Zouak, si je vous disais que c'était une forme de baffe qu'on a reçue, parce que je ne sais pas si je peux dire heureusement, mais c'était le dernier vol de ma fille. Ma fille devait repartir le 28. La décision a été prise le 28, mettons, à 18h. Et ben, à 19h, elle a été effective. Ouais. Ma fille est partie, elle a pris le dernier vol, et moi, je devais prendre celui du 31 août. Et paf, c'est tombé comme un choc, et on s'est dit, pourquoi le Maroc? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas les États-Unis? Eux aussi, il y a eu des petits problèmes de genre qu'on a vécu nous aussi au Maroc. Et on nous a dit c'est quelque chose c'est une décision sans appel et sans alternative. Voilà ce qui fait mal au cœur, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas donné l'alternative, on nous a dit débrouillez-vous, débrouillez-vous. Mais c'est ça. Et on a trouvé des solutions. On a dit voilà, on peut faire le PCR et les résultats du PCR peuvent être reçus directement par l'ambassade du Canada. J'ai proposé ça à l'ambassade du Canada, mais ils doivent toujours revenir à Ottawa, leur poser des questions. Est-ce que c'est possible? Et Ottawa bloque. Ottawa ne veut rien savoir de tout ce qui vient du Maroc. Et on se poserait des questions presque. On va rentrer dans les détails de ce blocage. Karima Chafi, vous étiez donc à Casablanca, j'imagine, quand vous avez appris ce blocage de toutes les lignes directes entre le Canada et le Maroc. Oui, exactement. Mais moi, j'étais en plein vacances. Je suis partie avec la famille au nord de Maroc, plus à côté
Tanger et tout ça. On fait le tour de le Nord. Mais c'était en pleine vacances. J'étais choquée, mais j'ai dit, ok, c'est pas grave, je veux profiter au moins de cette période en attendant. Mais dès que je suis retournée à Casa, c'était la procédure pour retourner et tout ça, c'était vraiment compliqué. C'est pas quelque chose facile, surtout avec la rame, et il y avait beaucoup des gens en attente aussi qui veulent aller chercher le plus tôt possible le vol le plus proche. Et malheureusement, on n'a pas trouvé. C'était quelque chose pas facile. C'était entre le choc et aussi il y avait entre les deux le choc de oh là, on est coincé, mais aussi on n'est pas, comme il a dit Salma, on n'est pas coincé vraiment. On est chez nos parents, chez nos familles. Heureusement qu'on n'est pas hors de un autre pays. Oui, ou dans un pays, ça va être pire. Tout à fait. Les frais d'hôtel, par exemple, tous les frais qu'on peut imaginer dans le cadre d'un séjour loin de chez soi. Madame Chafri, j'imagine... Sans préavis, c'est ça ce qui Oui, sans préavis. J'imagine, Madame Chafri, que vous aviez déjà des billets pour vous et vos enfants, des billets retour. Finalement, voilà, vous avez dû... ces billets ne sont plus valables et vous n'avez pas trouvé d'autres billets avant la fermeture. C'était soudain. Oui, exactement. Très bien. Mohamed Lotfi, vous étiez à Rabat, vous aussi lorsque vous avez appris cette mauvaise nouvelle. Oui, c'était une mauvaise nouvelle. Écoutez, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vous parler sur, disons, de votre émission. Oui. La première fois, c'était parce que j'avais reçu un prix, un grand prix du Québec, et c'était un grand plaisir de le partager. Mais cette fois, c'est pas un prix, c'est un coup, je dirais même un coup bas, parce que ne pas avertir 11 000, je dis bien au moins 11 000 ressortissants canadiens de ce qui pourrait leur arriver, il l'a lancé comme ça, très 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 vite, avec toutes les conséquences que cela a sur ces familles, sur leurs enfants, leurs familles, leur travail. Je considère ça comme un coup bas. C'est une décision insensé, non fondé sur des données scientifiques, absolument pas. Est-ce que les politiques, elle le devient puisque nous sommes en plein campagne électorale au Canada, le 20 septembre, c'est le jour du vote. Et le fait pour le gouvernement canadien, il faut le voir aussi de cet angle-là, le gouvernement canadien ne veut pas revenir sur sa décision pour ne pas avoir l'air de céder devant l'opinion publique. Et c'est comme ça que j'explique le fait de ne pas, parce qu'ils se sont bien rendus compte, et à l'ambassade aussi, que c'est une décision complètement non fondée, complètement insensée. Ils auraient pu simplement désigner quelques laboratoires marocains de confiance. Et d'ailleurs, je le dis sur vos ondes, je considère cette décision comme une insulte contre le Maroc, et contre ses compétences, ses institutions, ses laboratoires. À tous les jours, nous publions des données sur les cas. Toutes ces données passent par des analyses qui sont crédibles. Ça veut dire que nous avons tout ce qu'il faut au Maroc pour faire des analyses PCR, et il aurait fallu simplement... Le Maroc, c'est pas une république de bananes, là. C'est quand même un pays bien organisé avec des scientifiques, des laboratoires, des institutions, et le fait de prendre cette décision-là, comme ça, je considère que c'est une insulte contre le Maroc, et ce qui m'effraie aussi, c'est le fait que le Maroc ne réagit pas, ne se défend pas non plus. Alors nous sommes, nous les ressortissants canadiens, marocains, pris en sandwich entre deux États qui nous ignorent, qui nous abandonnent, qui ne réagissent pas à ça, et ça me met en colère. Franchement, de jour en jour, je suis en colère. Rappelons que même si ce n'était pas forcément extrêmement clair ou direct dans le communiqué des autorités canadiennes, il y a évidemment la flambée épidémique que le Maroc a connue ces dernières semaines, mais il y avait aussi un nombre de tests PCR de plus en plus important qui aurait poussé à cette décision-là, des tests PCR qui auraient été trafiqués ou qui n'auraient pas été fiables. Le Maroc, de son côté, essaye aussi de lutter contre la fraude des tests PCR, puisque d'ailleurs c'est pas quelque chose qui concerne uniquement le Maroc, mais plusieurs pays malheureusement. Et le Maroc a aussi
identifier certains fraudeurs ou des laboratoires fraudeurs ou des personnes qui fraudent des tests PCR. Alors, je voudrais revenir à Selma. On parle de 11 000 à 13 000 personnes. Hein, en préparant l'émission, c'est les chiffres que vous nous avez annoncés. Entre 11 000 et 13 000 personnes résidentes au Canada ou de nationalité canadienne qui seraient restées bloquées au Maroc. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Effectivement, c'est voir, juste pour vous dire, c'est plus que 11 000 ou 13 000 parce que il y a aussi des Canadiens de souche. Oui. Qui sont pris au piège. Pourquoi? Eux, ils n'ont personne. Et on s'est débrouillé pour eux. On a des amis qui ont des résidences secondaires. On a des amis qui leur ont rempli le réfrigérateur parce qu'ils faut manger. Ils ont peu d'argent. Même avec leur carte de crédit ou autre, il faut travailler pour avoir de l'argent. Ils sont bloqués. Il y a des gens qui se sont vus annuler leur contrat de travail, mis à pied. Et je rejoins Silotri, que je respecte énormément parce que c'est un grand intellectuel que quand même le Canada avait honoré, on va pas oublier. C'est une fierté marocaine au Canada. Alors Silotri a dit que c'est une insulte envers le Maroc, je suis d'accord, mais à 100% c'est une insulte envers le Maroc. Et le Maroc, malheureusement, attendez, je n'accuse personne, mais au moins une petite cellule de crise. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Quid de la suite, nous avons quand même investi, nous investissons, nous envoyons des investissements du Canada au Maroc. Moi-même, je suis entrepreneur. Je n'ai pas seulement une agence de communication, mais j'ai aussi un groupe d'import-export. Je suis journaliste indépendante sur la chaîne Positive à Morocco. Donc, moi, j'envoie de l'argent. Et ici, quand je suis venue ici en touriste, enfin, pas en touriste, je suis chez moi quand même. On a investi, il y a des milliards et des milliards que les ressortissants marocains vivant à l'étranger ont, je dirais pas gaspillé, mais ont quand même, on a contribué. Il n'y a personne qui nous a dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Il n'y a personne qui nous a dit, au niveau santé, au niveau psychologique, en fait, vous vous organisez vous-même, si je. Oui, vous-même. Voilà, quand on prépare l'émission, vous nous racontiez que l'entraide, elle était vraiment au niveau de cette communauté. Et donc, les gens qui sont dans le besoin, j'imagine, vous avez des groupes sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, et vous essayez de venir en aide pour les personnes. Ça rappelle d'ailleurs l'année dernière, où beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'attache au Maroc se faisaient aider par les binationaux qui eux pouvaient avoir une maison. On avait vu ça avec la communauté marocaine aux Pays-Bas, en Belgique, qui offraient leur maison aux touristes néerlandais ou belges, et aussi la même chose pour les Canadiens et les États-Unis. Et ça c'est quelque chose qui, c'est de l'autonomie, mais c'est pas dans le cadre d'une association, c'est vraiment absolument spontané. Vous savez, on s'organise, on a des petites cellules de fortune, puis on s'organise. L'un communique il communique mon numéro de téléphone parce que je suis assez active, mais vous savez, il y a des gens qui savent même pas où aller, où venir. C'est terrible. Et puis vous avez parlé de tests falsifiés. Et Monsieur Zouar, nous n'avons pas été les premiers ni les derniers. Les Français l'ont fait, les Américains l'ont fait. Mais pourquoi on n'a pas fermé les portes aux Américains et aux Français? C'est vraiment une décision politique. Et je me dis, et encore, vous savez, ce qui est pire encore, c'est que nous ne pouvons pas voter. Pour les élections fédérales le 20 septembre. Exactement. Pourquoi? Parce que pour attendre la trousse du Canada, pour attendre de la recevoir au Maroc, il faut attendre un bon bout de temps. Pour justement la remplir et la renvoyer au Canada, bonjour, comment on fait? Donc on ne votera jamais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, moi j'ai laissé 3 personnes. J'ai laissé mon mari et mes grands-enfants, ils sont adultes. J'ai laissé 3 voix qui ne vont pas, peut-être pas, voter pour le gouvernement qui a mis leur maman et sa femme dans une situation inextricable. Donc, oui. Vous anticipez un vote sanction de la part des familles et des proches de plus de 10 000 Marocains bloqués. Mais vous savez, je suis en contact avec 30 000 personnes parce qu'on a été 30 000, pas 11 000, pas très. Non. Il y a des gens qui sont rentrés de leurs propres moyens et qui ont vraiment galéré de 1 et de 2. Certains ont réussi à la dernière minute à prendre un vol. Ou à prendre des vols non directs, en passant par d'autres pays. Effectivement, ça coûte cher. Nous n'avons pas à nous débrouiller par nous-mêmes, vous savez. Nous n'avons pas à faire ça. C'est une décision prise, donnez-nous une alternative. Et là, je vous assure qu'il y a au moins 30 000 voix qui vont aller à l'encontre du gouvernement en place maintenant. Qui a anticipé ces élections, mais peut-être qu'ils se sont tirés une balle dans le genou. Je suppose.
Alors, Karima Chafi'i, vous êtes, donc, comme je le disais, comme je le soulignais, vous êtes maman de 3 enfants, hein, 10 ans, 17 ans et 20 ans. L'un d'eux a pu partir in extremis avec son père via les États-Unis. Hein, donc, ça rappelle justement les difficultés des personnes qui ont pu partir à la dernière minute. C'est une situation difficile. Vous êtes la moitié de la famille au Canada, l'autre moitié ici bloquée au Maroc. Et j'imagine qu'il y a eu la rentrée scolaire. Comment vous gérez cette séparation et cette situation extrêmement délicate? Je peux dire qu'on n'a pas le choix. C'est comme on essaye de chercher quelque chose pour se sauver et s'enfuir, partir. Parce que vraiment, surtout pour mon fils qu'on était obligé de l'envoyer parce que l'école, il a dit que s'il rentre d'ici avant le 23, il va pas aller à l'école. Il va rater son année au complet. Bah oui. Ça, oui, vraiment, il n'y a pas une solution pour les gens qui rentrent au secondaire. Je sais que le gouvernement essaye de trouver une solution pour les jeunes des primaires, de faire quelque chose via Internet, mais pour lui, ils m'ont dit non. Donc, on était obligé de trouver quelque chose. Finalement, il est parti hier avec son père, mais ils m'ont appelé hier soir et c'était l'enfer. Il a dit j'aimerais vraiment pour passer d'un aéroport à un autre aéroport et puis payer les frais et que le PCR aussi qui l'ont fait sera accepté aussi au Canada. C'était aussi toute une question. Et en plus, ils ont resté une journée à l'hôtel. Si on disait qu'ils ont leur résultat positif, ils seront obligés de rester 15 jours ou je sais pas 14 jours à les États-Unis. Donc, il y aura tous des frais de plus. C'est pas facile. Vraiment, oui, c'est une situation extrêmement difficile puisque même en essayant de trouver des solutions via des vols non directs, donc par des escales dans certains pays, il y a les mesures sanitaires de ces pays-là qui eux-mêmes exigent un nouveau test PCR parce que il y a un délai dans le transit, etc. Et finalement, ça impose des frais et des difficultés en termes organisationnels. Alors, en plus de votre fils qui doit reprendre ses études, il y a aussi votre mari, puisque vous avez une entreprise au Canada, et là aussi c'était une question de survie, parce que après 1 année et demie de crise sanitaire, il était impensable de rester bloqué au Maroc et de ne pas pouvoir reprendre l'activité professionnelle pour votre mari au moins. Oui, exact. Et il ne faut pas oublier, il n'y a pas les moyens, et c'est pas juste nous, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer les billets, qui sont entre 1 000 et 3 000 dollars chacun. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la capacité physique ou même intellectuelle de faire une escale. Ils ne peuvent pas faire des escales avec des enfants. Il y a des familles qui ont avec des petits enfants. Donc il n'y a pas, c'est pas juste. On dirait que le gouvernement il n'a pas pensé à toutes ces. En général, je peux dire, il n'a pas pensé à nous. Je peux dire que ma fille, ce matin, il m'a dit qu'elle a 20 ans, presque 20 ans. Il a dit que le gouvernement, il s'en fiche que si je vote ou je vote pas. Et je suis contente que c'est ma 2e année que je vote. Donc, est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres options par Internet? Non, il faut qu'on sera dans le pays. Il m'a dit, c'est aujourd'hui que je sais très bien, il est né au Canada. Il a dit que je sais que je suis pas canadienne. Vraiment, je suis pas canadienne. Elle s'est sentie rejetée par le Canada, ou en tout cas, elle l'a pris comme étant une insulte à sa citoyenneté canadienne. Exactement. Voilà. Il m'a dit, depuis le début, j'ai dit, je suis marocaine, d'origine marocaine, mais même moi, mon frère et mon petit frère aussi, on est des Canadiens, mais non, la vérité, on n'est pas des Canadiens, ils s'en fichent de nous. Mohamed Lotfi, vous acquiescez quand j'ai dit que... Oui, tout à fait. En fait, dans mon dernier post sur ma page Facebook, je concluais avec cette question exactement, en posant la question et l'adressant directement à la fois au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, mais aussi aux chefs de l'opposition, qui sont plusieurs d'ailleurs. Et la question est simple, sommes-nous des Canadiens de seconde, des citoyens canadiens de seconde zone? C'est cette question qui j'aurais jamais cru depuis 40 ans que je vais
que je vis au Canada qu'un jour je vais me la poser. J'ai toujours voté, c'est quand même le Canada, un pays démocratique, etc. Mais devant cette indifférence, devant ce silence, alors que quand même au Canada, il y a eu plusieurs médias qui ont relaté la situation, couverture médiatique, des appels de détresse, des témoignages poignants, et devant tout ça, aucune réaction. Et moi-même, je suis en contact direct avec le chef du Bloc québécois qui prend le temps de me répondre, mais qui n'a toujours pas réagi officiellement. Donc, on est en droit de se poser cette question-là. Et ceci dit, je ne veux pas non plus tomber dans le victimaire non plus. Moi, je continue à dire que je suis Canadien, et parce que je suis Canadien, je prends tous les moyens pour me défendre, les moyens que le Canada me donne d'ailleurs, à savoir la liberté d'expression, et aussi, je conclurai avec ça, il y aura un recours collectif. Ça fait partie des moyens démocratiques que le Canada offre à ses citoyens de poursuivre le gouvernement canadien pour ses décisions. Et c'est une avocate canadienne d'origine marocaine qui a été elle-même victime avec ses 3 enfants de cette situation, qui a réussi à partir en passant par la Turquie en payant $3,000 le billet, mais elle a entamé déjà donc ce recours collectif. Voilà. Donc nous sommes Marocains, nous sommes Canadiens. Il faut pas non plus céder vite à cette question de nous ne sommes plus Canadiens. Si nous le sommes, et parce que nous le sommes plus que jamais, nous allons faire valoir nos droits. Mohamed Lotfi, je continue avec vous sur si on fait un parallèle par rapport à la situation de l'année dernière, on avait vu les autorités canadiennes, pas que le Canada d'ailleurs, plusieurs pays, mais les autorités canadiennes avec notamment le travail de l'ambassade, organiser des vols de rapatriement, des vols spéciaux pour pouvoir justement rapatrier les Canadiens, Maroco-Canadiens qui étaient restés bloqués au Maroc et puis dans d'autres pays aussi, puisque c'était une situation qui concernait quasiment tout le monde. Cette année, pourquoi il n'y a pas ce genre de vol exceptionnel? Est-ce qu'il n'y avait pas des solutions qui auraient pu être trouvées avec l'ambassade? Est-ce que vous êtes en contact avec l'ambassade du Canada à Rabat? En fait, moi, je pense que c'est Selma qui est plus en contact avec l'ambassade, mais j'ai cru comprendre qu'ils sont dépourvus, qu'ils n'attendaient pas du tout cette. Eux-mêmes sont en attente d'une réponse d'Ottawa. Voilà, mais ils n'étaient pas du tout préparés à cette décision pour mieux la gérer. Mais pour répondre directement à la question, je dirais que effectivement, c'est ce qui ajoute à l'absurdité de cette décision, c'est que effectivement, dans le passé, on a mobilisé tout ce qu'il faut pour récupérer, rapatrier des citoyens canadiens un peu partout dans le monde. Si on avait jugé vraiment que la situation est trop grave au Maroc pour les ressortissants canadiens, raison de plus pour les rapatrier, envoyer des avions. Mais je ne pense pas que c'est pour ça que la décision a été prise. Il y a eu quelques triches et je crois que c'est aussi pour plaire à une certaine opinion publique, pour leur dire en quelque sorte, d'une façon indirecte, votre sécurité nous tient à cœur, donc nous prenons toutes les mesures, y compris bloquer, suspendre des vols. Vous pensez que c'est un message politique, c'est un argument de campagne? Il y a toujours un peu de politique dans ce genre de décision, mais là, la décision, elle est encore plus politique à cause des élections, puisque, comme je l'ai dit, maintenant, ils s'en seront sûrement rendus compte de l'absurdité de leur décision. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils vont perdre des points. Ils vont perdre des points. Donc, ils sont vraiment pris. Maintenant, le temps passe. Est-ce qu'ils vont vraiment changer? Ça m'étonnerait avant le 20. Peut-être, ça sera trop tard. Donc, tout ce qui va rester, c'est que nous devons, nous, Canadiens d'origine marocaine ou autres, bloqués au Maroc, simplement faire valoir nos droits et faire ce recours collectif et faire parler de nous, parce que on a ce droit, et ce droit-là, il est accompagné de devoirs. Nous avons le devoir, pas seulement le droit, mais de faire parler de cette situation pour qu'elle ne se répète pas dans l'avenir. Alors justement, on va donner la parole à Selma Regragui. Que vous a répondu l'ambassade du Canada à Rabat? Est-ce qu'ils essayent de trouver une solution? Est-ce qu'ils ont les moyens
de trouver une solution. Pour tout vous dire, lorsque je communiquais avec eux, surtout au début de la crise, c'était quelque chose que eux-mêmes ils n'arrivaient pas à gérer parce que c'est vrai, c'est une décision de dernière minute et sans équivoque et soudaine, sans équivoque et puis surtout sans alternative. Et je sentais dans la voix de mon interlocutrice que comme quoi elle était désolée pour nous et bon, je pense qu'ils avaient des solutions, mais c'est à Ottawa de valider ou non. Mais j'entends toujours dire qu'il y a des pourparlers d'ailleurs. Son Excellence, l'ambassadrice du Royaume du Maroc au Canada, Madame Souria Othmani, avait répondu aux questions d'un collègue, M. Abdouzirat, qui a une chaîne radio à Montréal. Elle lui a répondu, elle lui a dit que comme quoi il y avait des pourparlers. On fait confiance à nos diplomaties respectives et je pense que les pourparlers, ça prend du temps. Vous savez, une décision comme ça, comme a dit Lotfi, ce n'est pas facile de revenir sur une telle décision parce que tout simplement, ça serait ridicule de dire on ouvre les frontières avant le 29 septembre, voilà ceci cela. Aucun pays souverain ne ferait ça et c'est une décision souveraine. Et puis la mettre sous la banderole de comme quoi c'est une question de sécurité nationale, de sécurité sanitaire nationale. Comme a dit Lotfi, ils reviendront pas sur leurs décisions parce qu'ils paraîtront ridicules, c'est normal. Mais comme j'ai entendu parler Kalima Shafari, qui est quand même l'exemple même de la femme battante au Canada et qui a un groupe, vous savez, cette femme est une femme d'influence qui a un groupe qui s'appelle Sahabat Canada. Elle nous réunit, elle réunit les compétences, elle réunit du monde. Vous savez, il y a une belle brochette de Marocains qui sont bloqués au Maroc, ou j'aime pas le mot bloqué, mais qui sont encore au Maroc pour adoucir un petit peu le choc. Et donc voilà, Kalima, quand elle dit que ses enfants, que sa fille parle de que comme quoi elle ne se sent plus canadienne. Écoutez, j'ai ma fille de 21 ans qui est heureusement retournée, mais qui me dit la même chose. Elle me dit, maman, sommes-nous des citoyens de second rang, alors que nos enfants remplissent les bancs des universités. Nos enfants, nous-mêmes, nous sommes des entrepreneurs. Moi-même, je fais travailler 15 personnes, 15 Canadiens de souche. Je suis rentable entre guillemets pour le Canada et pour le Maroc. J'essaie on fait un petit peu tous ensemble, tous. On fait de la diplomatie parallèle. On a beaucoup d'activités à notre acte. Vous êtes des citoyens, citoyennes totalement intégrés et vous vivez justement votre canadianité, si on peut, ce néologisme peut exister. Mais effectivement, justement, on va donner la parole à Kalima Shafik. Madame Shafik, qu'est-ce que vous espérez? Vous avez votre famille qui est divisée en deux entre les deux rives de l'Atlantique. Qu'est-ce que vous espérez pour les prochains jours? Une décision du gouvernement de dernière minute, du gouvernement canadien, une entente entre le Maroc et le Canada pour débloquer la situation. Est-ce que vous gardez espoir? Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, d'après ce qu'on écoute, que le ministère des Affaires étrangères n'a pas précisé si la suspension des vols prolongée au-delà du 29 septembre prochain. Mais à rappeler que les voyageurs doivent s'attendre à des nouvelles restrictions dans les délais très courts. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura, on sera pas juste jusqu'à 29, on va peut-être prendre l'avion, peut-être ça va aller plus loin. Donc, je sais que mon mari, il a réussi à retourner, mon fils, mais ma fille, il va rater son année. Ma fille est au cégep, et ça fait dernière année. Donc, déjà, l'école a envoyé un message que il peut même pas reprendre sa session. Donc, il a dit, la meilleure pour moi que je reste au Maroc. Je te dis à quel point ma fille est déçue totalement. Elle a dit, je retourne plus. On dirait qu'elle a tombé d'une dépression totale. Et ça, on ne sait pas. Donc, moi aussi, je suis ici, mais je ne sais pas. Est-ce que je prends le vol et aller via les États-Unis? Oui, c'est ça, et rentrer. Et avec mon petit-fils. Ou bien attendre qu'il y ait un déblocage. On imagine en tout cas la tristesse de vos enfants. On imagine la situation difficile pour toutes les familles marocaines
bloquées, contraintes à rester au Maroc alors que leur vie est au Canada. Merci beaucoup pour vos 3 témoignages. Selma Regragui, chef d'entreprise à Montréal, Karima Chafi'i, travailleuse autonome à Montréal, et Mohamed Lotfi, journaliste et écrivain à Montréal également. Merci à tous les 3 et j'espère que la situation pourra se débloquer très rapidement.